Bonsoir à tous. Encore une fois, je suis heureuse de vous retrouver pour l'émission « Quand le passé se fait présent ». Notre invité aujourd'hui, c'est une personne qui a toujours été attirée par les personnes du troisième âge. C'est quelqu'un qui a tout fait pour les comprendre, qui fait tout pour assurer leur bien-être. C'est un monsieur qui est né à Montréal, et puis au cours de sa carrière, il est arrivé à Trois-Rivières, au Cégep, où il a fondé l'École des aînés. Vous avez dû en entendre parler, peut-être de la même façon que moi. Moi, je l'ai découverte simplement dans le Nouvelliste, la page Info aînés. Un beau jour, l'École des aînés, cours de cuisine, l'École des aînés, partenariat, l'École des aînés, intergénération, échange avec les jeunes. Bref, nous avons aujourd'hui avec nous M. Jean Gay. Monsieur Gay. Madame Mossard, bonjour. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi. Et puis, c'est sûr, l'École des aînés, c'est votre réalisation, c'est votre bébé, c'est votre grande réussite parce que ça progresse depuis 6 ans. Oui, c'est bien. Nous allons en parler, ça intéresse tout le monde, c'est d'intérêt public. Oui. Mais nous allons d'abord, comme ça se fait dans cette émission-ci, apprendre à vous connaître. C'est bien beau, M. Gay, fondateur de l'École des aînés, mais qui est M. Gay? D'où vient-il? Quel était son milieu? Bref, si vous acceptez, je vais être un peu curieuse de la part de nos auditeurs. Bien sûr. Vous avez parlé de bébé. Est-ce que vous voulez qu'on commence mon Dieu, à cette étape de la vie? Là, alors? Où commence votre mémoire affective, disons? Oui, oui, oui. Ben, je pense qu'effectivement, elle commence à la campagne, en banlieue de Montréal. À l'époque... j'ai passé les 10 premières années de ma vie à Saint-Paul-l'Ermite, qu'on appelait à l'époque, qui est maintenant le Gardeur, dans un petit village, donc un petit milieu avec tous mes petits amis, compagnons, compagnes, etc. Une vie aussi un peu en liberté dans les champs, puisque j'avais des parents, moi, qui demeuraient un peu plus loin, à la campagne, vraiment, avec des fermes. Était-il cultivateur? Sans être cultivateur, non. J'avais un de mes grands-oncles qui était plutôt forgeron. Ah, métier disparu aujourd'hui. Oui, effectivement, effectivement. Et je ne l'ai pas très connu, mais ma tante qui a survécu très, très, très longtemps après lui, je me réfugiais à la campagne chez elle assez souvent. Là. Je pouvais parcourir les 3 000 à 4 000 qui nous séparaient, là, à travers les champs, puis je me rendais dans ces... Donc la tante, là, vous attirait, vous étiez bien avec elle? Oui, puis j'étais très bien avec la nature aussi, beaucoup, je pense. J'avais une espèce d'attrait naturel, là. Et d'ailleurs, oui, peut-être rêveur, très rêveur, oui, sans doute, qui pouvait être seul et être très bien en compagnie aussi, là, bien entendu, des camarades, des copains. Aviez-vous des frères et sœurs? Oui, une sœur qui est plus vieille que moi, qui est mon aînée d'une année, et 2 plus jeunes frères. Donc une famille de 4. Les garçons, comme on pouvait faire un peu tout le monde, là, on se tiraillait un petit peu. C'est la vie, oui. On s'amusait bien ensemble, on jouait des tours, hein, puis... effectivement, on jouait au cowboy dehors, là. Ah, vous aviez tout l'espace, là, c'était l'idéal, oui, même, on se faisait une patinoire en face de la maison, l'hiver, une grande patinoire. Oui, j'ai toujours vécu avec beaucoup d'espace et j'en ai besoin. Ça a été d'ailleurs, peut-être un peu plus tard, vers 10 ans, un retour à Montréal pour la famille, puisque, en fait, moi et ma sœur sommes nés à Montréal. Mais au tout début de notre existence, mes parents sont déménagés à la campagne. Et il y a eu un retour, donc, vers 10 ans pour moi. Et c'était une adaptation assez difficile, je dois dire. Ah oui, hein, le petit garçon, les grands espaces, la tante, l'oncle forgeron. Oui. Là, vous vous retrouvez dans un appartement, j'imagine. Oui. Et aussi, je dirais, des enseignants, bon... avec qui on était très près. Hein. À la campagne. À la campagne, effectivement. Oui. On participait à des projets de chant, de théâtre. On avait un suivi assez important de la part des enseignants. Et à l'arrivée à la campagne, c'était un peu plus inconnu, là. C'était moins particulier, comme on dirait,
approche avec les jeunes, ou en tout cas, nous, on avait peut-être à faire notre place aussi et à reprendre un peu cette relation-là plus suivie avec les enseignants. Qui était possible, mais elle était beaucoup moins évidente. Oui, j'imagine. On entrait dans la foule, là. Alors, toute la petite famille s'en va à Montréal. Vous êtes un étudiant modèle? J'étais un étudiant modèle. J'étais, je pense, au primaire, un étudiant modèle. Et je dois dire qu'il y a eu une baisse là, de la qualité de production, peut-être. En arrivant en ville. Au fur et à mesure, oui. Et un peu moins d'intérêt pour les études, je dois dire. Mais au fur et à mesure que l'intérêt pour les études diminuait, qu'est-ce qui augmentait? Aviez-vous d'autres rêves? Ah ben oui, j'ai toujours eu le rêve d'être un chanteur ou un artiste. Je pense que Votre mère, hein? s'est maintenu, ça. Oui, ma mère qui chantait toujours dans la maison, qui avait une voix, une très belle voix, qui égayait les fêtes de famille autant que les grands rassemblements des familles. C'était une personne qui avait une bonne humeur et qui, effectivement, nous la transmettait assez facilement. Donc, et ça nous ouvrait aussi à, je pense, les arts, quand même si c'était modeste comme participation, là. Alors, tout doucement, le jeune Jean se met à rêver, à espérer. Moi aussi, je pourrais être chanteur. Quel genre de chant vous attirait? Classique? Aviez-vous de grands projets? Ah, on chantait n'importe quoi, je vais vous dire honnêtement. C'était pas... Ma mère ne chantait pas vraiment de la musique classique. Elle chantait, elle, Jean Roger, là, qui était son idole à l'époque, ou des chanteurs américains. Là. Je sais que mes parents aimaient beaucoup Hall Johnson ou des vedettes là, de ce type-là. Et c'était donc une culture assez populaire, finalement, mais qui était très vivante chez nous. On chantait beaucoup. On était aussi encore là, à l'époque, des familles où la musique traditionnelle, si vous voulez, était très vivante. Hein? Dans les parties de famille, il y avait des musiciens un peu, pas beaucoup dans notre famille, mais quand même, il y en avait toujours plusieurs. On sortait encore un accordéon. Puis tout le monde autour dans les soirées, hein, ça chantait toute la soirée, toute la nuit, un après l'autre. Entrecoupé d'histoires et tout. Hein? Donc, c'est très vivant comme les culture. Bonnes vieilles fêtes de famille. Ah, oui. Puis ça se passait, ça, dans les années 50? C'est à peu 60, près, oui. Moi, je suis né en 50, voyez-vous. Vos frères et votre sœur, que sont-ils devenus? Ma sœur est enseignante au niveau primaire et... mes frères sont des travailleurs non spécialisés ou spécialisés dans des domaines de l'aéronautique ou des choses comme ça. Très différent de ce que vous faites, hein? Oui, tout à fait. Vous avez tous suivi des chemins différents, on dirait? Oui. Ma sœur qui a eu peut-être un cheminement le plus continu au niveau des études, l'évolution normale, qu'on pourrait dire, là, primaire, secondaire et universitaire. Alors que moi... arrêté au secondaire, j'ai pris un recul pour retourner par la suite au collège et à l'université, mais cette fois-là comme étudiant adulte. Ah oui, peut-être que l'optique n'était plus la même, là. 5 ans plus tard, je ne me voyais pas retourner à temps plein sur les bancs d'école de cégep, ce que je n'avais pas vécu. Mais par le biais de l'éducation des adultes, progressivement, j'ai étudié à temps plein de toute façon. Tout en travaillant, parce que déjà là aussi, je ne voulais pas trop dissocier études et pratiques. Et c'est peut-être ce cheminement-là qui, pendant une vingtaine d'années, en tout cas, a toujours été présent. Parce que finalement, est-ce que je peux vous demander ce qui vous a vraiment décidé à arrêter, à faire une coupure dans vos études, là? 5 ans, vous me dites, c'est assez long, finalement. Oui. Je pense que j'étais en recherche d'un paquet de choses, comme beaucoup de jeunes. Peut-être aussi un besoin là, de travailler, de gagner de l'argent, puis essayer des choses, mais qui n'étaient pas satisfaisantes tellement. Donc, d'un travail à l'autre. Autant des travaux de type manuel que peut-être du travail de bureau un peu ici et là.
Progressivement, je me suis rendu compte que j'avais peut-être le goût d'aller beaucoup plus loin au niveau des études à ce moment-là. Mais c'est tout à fait l'expérience d'un jeune qui cherche. Ah, On essaye à tout, on prend des expériences dans plusieurs domaines. Je ne pense pas que c'est perdu, ça. Hein? Pas du tout. Au contraire, parce que moi, je peux dire que ça me rend peut-être à l'aise avec un peu tous les genres de personnes. J'ai vécu avec des travailleurs d'usine, j'ai vécu avec des intellectuels, j'ai vécu avec des universitaires. J'ai connu un peu toutes ces personnes. Oui, c'est très riche quand on pense à cet aspect-là. Peut-être les parents ne voient-ils pas ça du coup du même œil? C'est sûr qu'au début, c'est plus inquiétant pour les parents de nous voir faire du surplace un peu. Hein? S'aventurer dans un endroit de travail 6 mois, se retirer, aller essayer ailleurs un an. Puis, donc, où il s'en va, j'imagine, dans la peau différente. Non, effectivement, vous n'avez pas suivi le chemin normal, entre guillemets. Pas du tout. Et vous me parliez de vos rêves, vous rêviez de devenir chanteur. Oui. Il y a le mot prêtre en dessous. Oui, parce que, comme vous le savez aussi, en 1950, lorsque moi j'ai fait ma première communion vers les années 55, mon grand-père, mon parrain, était intéressé à ce que je poursuive des études et que j'aille au séminaire lorsque je serais à l'âge d'y entrer. Et donc, la voie semblait tracée pour la prêtrise. Et je n'étais pas inintéressé, au contraire. J'aurais pu faire peut-être un bon candidat. Il demeure que la situation familiale de mon parrain a changé, la mienne aussi un peu, tout ça avec la ville, ça s'est disparu un petit peu dans le smog de Montréal, toutes ces idées-là. Et comme vous le savez aussi, à l'époque, c'était quand même assez dispendieux, ça prenait un bailleur de fonds et les difficultés peut-être économiques là, ont rendu plus difficile le projet et c'est mort dans l'œuf. Mais vous n'avez pas vu cette perspective-là d'un œil malheureux? Non. Vous aviez peut-être en vous des aptitudes? Non, parce que c'était pas non plus si précis que ça, hein, mais je pense que effectivement, ça faisait partie de cette recherche-là de l'adolescence là, qui, se disait, la prêtrise, c'est une chose, mais il y a tellement d'autres possibilités. Et comme vous le savez aussi, je fais un peu un travail quand même de missionnaire, si vous voulez, dans le domaine de la gérontologie, avec une croyance assez forte de donner de son énergie, de ses compétences à une cause. Oui, j'ai lu un texte où vous étiez même traité gentiment de visionnaire. Ah bon? Je pense que c'est dans le texte qui parle de la charte des aînés. Il faut avoir un petit peu une vision du futur et vouloir participer à son développement. On pourrait faire des parallèles avec la vocation d'un prêtre. Je pense. La personne d'abord et puis s'intéresser à l'écouter attentivement. Beaucoup d'écoute, j'imagine, dans votre... Effectivement. Dans votre vie. Et puis même un parallèle avec le chanteur, parce que le chanteur, lui, veut faire son spectacle, alors que donner des cours, parfois, on est en spectacle un peu. Pas tellement gentil, mais on peut rapprocher les deux. Ah oui, peut-être. Alors, dans le troisième volet de vos vocations, là, je vois aussi officier garde-côtière, peut-être. La contemplation, je ne sais pas. Un très bon ami à moi qui, lui, s'intéressait plus peut-être au travail de policier, officier garde-côte. Il me dit un jour, il dit, écoute, je m'en vais passer un test, il dit, pour des études comme officier garde-côte. C'est intéressant, les bateaux et tout et tout. Ah, j'ai dit, moi aussi, sais-tu que ça pourrait m'intéresser? Alors, effectivement, on se présente dans une salle où il y avait des centaines de personnes qui passaient des tests. On y va. Malheureusement pour lui n'est pas choisi, n'est pas sélectionné. Moi, je suis sélectionné. J'arrive en entrevue et là, on me dit, Monsieur Gay, si vous voulez, vous serez avec nous pendant 3 ans à l'école d'officier de Sydney. Et... par contre, vos difficultés de la vue nous interdisent de vous prendre comme officier garde-côte sur les bateaux. Oui.
mais on pourrait vous accepter comme officier mécanicien. Et moi, ben là, la mécanique, ça m'a jamais rien dit. J'ai jamais eu d'affinité avec ça. Alors, j'ai refusé, malheureusement, cette expérience qui m'était offerte. Je dois dire, même en cachette de mon père, je lui ai dit à peu près 1 an plus tard. Vous étiez quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, qui agissait. Ou ce qu'il ne voulait pas. Ou ce qu'il ne voulait pas, mais vous avez cherché. Oui, vous avez été un chercheur, en tout cas. Ça m'a quand même encouragé parce que je me suis dit, bon, si eux voulaient me faire confiance dans un travail comme celui-là, je suis peut-être capable de faire d'autres choses. Alors, j'ai commencé à chercher plus loin. Mais là, vous avez quel âge à cette expérience-là? À cette expérience-là, je pense que j'ai 18 ans. Bon, bien là, c'est le temps de faire quelque chose. C'est peut-être le temps des belles rencontres aussi, je ne sais pas. Oui, effectivement. Commence aussi, bien entendu, cet intérêt pour les partenaires féminins, qui, je dois dire, était déjà apparu auparavant, parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà eu une amie assez sérieuse depuis quelques années. J'étais assez stable dans mes relations à ce moment-là. Ça a changé. Après ça, il y a eu une espèce de recherche qui s'est faite. Ça a été aussi dans le cheminement discontinu. Là. Mais là aussi, vous aviez vieilli, vous avez évolué. Les amours d'enfance ne sont pas toujours définitives. Exact, oui. Puis, sans l'air nier pour autant. Ma grand-mère, d'ailleurs, m'avait dit, écoute, je sais quand j'avais connu une rupture avec cette personne là, avec qui j'ai eu une relation quand même plusieurs années. Ma grand-mère a été celle qui m'avait le plus, je pense, réconforté en me disant ben écoute, je sais que c'est difficile, je sais que c'est pénible pour toi et pour elle, mais tu es jeune et il y en aura d'autres femmes dans ta vie. La sagesse des cheveux blancs. Ah oui, oui. Effectivement, souvent, je pense que à l'âge de l'adolescence, en tout cas dans mon cas, et avant même, à la campagne, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait là un refuge là, avec les personnes qui étaient les parents de mes parents, finalement. Une connivence, les personnes qui vous accueillaient, oui, tout à fait. On raconte tout. Un bel accueil gratuit, amoureux, sympathique aussi aux problèmes qu'on pouvait vivre, une belle écoute. Oui. Mais restons dans le domaine féminin, parce que finalement, vous l'avez rencontrée, la femme définitive, l'âme sœur. Oui, effectivement, puisque ça fait maintenant 20 ans qu'on vit ensemble et que nous avons une petite fille de 11 ans, qui est maintenant une grande fille. Qui s'appelle? Qui s'appelle Élise. Élise. Oui. Et c'est à Montréal que j'ai connu Louise nous avons fait le grand saut à Saint-Léonard-d'Aston, il y a déjà 11 ans, d'une vie et d'une carrière, finalement, qui était bien amorcée, autant pour elle que pour moi, à Montréal. Ah oui. Et prendre le risque, si vous voulez, d'une certaine façon, de se tailler une place dans un milieu qui nous était, disons-le, tout à fait inconnu, mis à part des rencontres là, avec... mon beau-frère, moi, qui vivait ici en région quelques années avant notre arrivée et qu'on venait visiter, nous, les fins de semaine ou lors des vacances d'été. Mais il fallait quelque chose de fort pour vous attirer à laisser la vie urbaine, comme vous la connaissez, une carrière et puis... Bon, comme on est en train de le dire un peu, il y a eu les 10 premières années de ma vie qui ont été plus dans un milieu rural. Il y a eu 20 années de vie de ville et maintenant un autre 15 ans maintenant de vie et rurale et urbaine, puisque je travaille quand même à Trois-Rivières et dans les villes environnantes. Après 20 ans de vie montréalaise, je dirais, sans être saturé, j'avais découvert beaucoup, j'avais appris beaucoup. J'ai étudié dans les 2 universités francophones de Montréal. J'ai fait un parcours culturel très intéressant, je pense, au niveau des groupes et des événements qui pouvaient se passer là, surtout du côté de la poésie, dans mon cas, et des arts visuels. Donc, j'ai été choyé. Je me suis nourri beaucoup pendant toutes ces années, au plan communautaire aussi, dans diverses implications
Même, c'était du 15 heures par jour, là, tu sais, avec les études ou le travail ou les implications bénévoles, etc. Donc, j'étais peut-être un peu aussi fatigué de toute cette vie. Surchargé. Le goût d'un retranchement peut-être, mais sans quitter quand même la carrière. Non, vous n'aviez pas l'âge de la retraite, de toute façon. Non, 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 non. Était bienvenu. L'aventure de la campagne à nouveau, là, mais par mes propres moyens, non pas par ceux de mes parents, m'intéressait. Ça doit donner un coup de pouce, ça doit revitaliser un couple, repartir de concert comme ça. Oui, mais il faut être solide, par exemple. Hein? Vous devez peut-être le savoir mieux que moi. Il faut être solide parce que nous, on a pris en plus une vieille maison qu'on a retapée de fond en comble, comme je pourrais dire. C'est très romantique. C'est romantique et c'est très exigeant pour un couple aussi. Avec un jeune enfant, bon, et tous les deux en resituation de profession. Donc, à refaire des contacts, à se resituer dans un nouveau milieu, à faire sa place. Donc, très exigeant. Très emballant aussi, excessivement riche. Oui, les deux faces. Mais je dois dire que comme ça a été long, les rénovations, pour le couple, c'était difficile, mais on s'en est bien tiré. On est très contents aujourd'hui. Et puis voilà, des réalisations. Vous êtes ici depuis de nombreuses années et heureux de l'être, je pense. Oui, oui. Parce que là aussi, vous laissez votre place ici, vous faites votre place. Vous faites ce que vous aimez, en tout cas. Si vous voulez, on va parcourir un bref résumé de votre carrière. Oui, oui, ça me fait plaisir. Puis nous arriverons tout doucement à ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. D'abord, 5 ans de coupure, là, vous arrêtez, vous travaillez à gauche, à droite. Vous papillonnez un peu, vous cherchez pour être poli. Et justement, je me souviens avoir travaillé chez Steinberg, par exemple. Et la nuit, on recevait là, les pains sur les convoyeurs, puis on les mettait dans des carrés, là, puis ça filait tout le temps. Hein? Il n'y avait rien à faire. Sauf qu'il y a eu certains moments où il y avait des endroits de travail où c'était moins rapide et entre des paquets de pain qui vous arrivaient, bon, on pouvait avoir un 15 minutes, des fois. Alors moi, j'avais toujours un livre à portée de la main. Et bon, je discutais volontiers avec les gens qui étaient là, mais je m'apercevais aussi qu'on n'avait peut-être pas toujours les mêmes champs d'intérêt. Ailleurs, dans des travaux d'été que j'avais eus aussi, je m'apercevais que, bon, moi, mes lectures n'étaient pas les mêmes. Bon, et il y avait même une personne du centre de main-d'œuvre qui m'a dit une fois, écoute, toi, tu es un intellectuel, plus qu'un manuel. Je te verrais retourner aux études et, ma foi, cette personne-là avait touché juste en me disant ça. Alors, je suis allé donc vérifier au cégep de Rosemont. À l'époque, je demeurais dans le quartier Rosemont. Bon, j'ai commencé à étudier en lettres le soir. Directement, vous vous acheminez en lettres. Oui, j'écrivais beaucoup. Le poète en vous, là, j'écrivais déjà beaucoup par moi-même, pour le plaisir. C'était un peu une autothérapie pour moi, l'écriture. Tout passait par là. J'étais un peu solitaire, peut-être un peu aussi à cette époque-là, malgré que beaucoup de milieux, je pouvais fréquenter beaucoup de milieux, mais je demeurais seul, je vivais seul à l'époque. Et voilà que progressivement, études, travail s'entremêlaient. Et j'ai connu l'éducation des adultes, le service de l'éducation des adultes du cégep de Rosemont à ce moment-là, parce que moi et un collègue, on a voulu mettre sur pied une association d'étudiants adultes au collège. Et le service nous a donné un petit coup de main à mettre ça sur pied et nous a connus finalement comme un petit peu animateur du milieu. Là, les étudiants adultes, ce n'était pas tellement répandu, l'idée, en ce temps-là? Il n'existait qu'une seule association à ce moment-là, et c'était au Cégep du Vieux-Montréal qu'elle était. Et c'était des étudiants adultes, pas nécessairement des personnes âgées, là? Non, non, de tout âge. N'importe qui, des gens de tout âge, mais qui n'avaient aucune représentation, si vous voulez, auprès de l'organisation. Les seuls qui étaient représentés, c'était les étudiants du jour, là, les étudiants à temps plein,
les cégepiens qu'on appelait. Là. Oui, oui, comme on toujours oui, encore. Oui, oui, oui. Donc, ces personnes-là qui étudiaient, elles étaient à la merci d'une décision de l'administration, oui, sans puis, aucun recours, je comprends. Il pouvait quand même il existait certains petits problèmes qu'on voulait régler plus facilement avec un interlocuteur direct, plutôt que de chercher des solutions dans une organisation qui était plus centrée sur le temps plein régulier, les jeunes. Ben, nous, on se disait qu'on vivait des situations particulières comme adultes. Vous en étiez, finalement? Oui, oui, oui. On s'attardait donc à cette question-là de l'éducation permanente. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Puis après ça, on m'a demandé, moi, de venir animer des sessions de préparation à la retraite dans le contexte un peu de ma fin d'études collégiales. Dans quelles années sommes-nous, là? Peut-être 80? Pas plus, pas plus. Des cours de préparation à la retraite. Ça fait 20 ans de ça, donc plus en 75, 76. Première donnée, les retraites en ce temps-là se prenaient plus âgées. Effectivement. Et les gens qui arrêtaient de travailler à l'époque ne voyaient pas beaucoup d'autres choses que le travail, malheureusement. Et souvent étaient un peu en retrait de la vie tout court. Hein? Ils se retiraient de la profession, mais il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, il faut dire aussi, à cette époque-là. Les associations de retraités étaient jeunes, même si la FADOC existe depuis 30 ans, c'était relativement jeune. Il y avait des associations à Montréal comme les Citoyens âgés de Montréal. Il y en avait bien quelques autres, de quartier de temps à autre, là, mais c'était encore assez timide comparativement aujourd'hui. Alors, les cours de pré-retraite devaient être bâtis de façon très différente? À cette époque-là, c'était aussi le démarrage des activités de préparation à la retraite à la Commission scolaire de Montréal, où je faisais partie d'une équipe, là, justement la première équipe là, qui démarrait ces activités-là. Ça avait déjà pris forme à Rosemont. Je m'associais là à une équipe qui existait déjà. C'était effectivement des contenus, bon, forcément différents d'aujourd'hui, mais le canevas de base, il est encore le même. Ça se veut une activité qui touche à l'ensemble un peu de la dimension de la vie humaine, qu'elle soit économique, sa santé psychologique, les dimensions sociales, psychologiques et sociales, etc. Mais dans votre équipe, aviez-vous par la suite fait des études de psychologie? Ça prend une certaine... pas en psychologie à proprement parler, mais peut-être par l'animation. J'ai fait une attestation en animation à l'Université de Montréal et la dimension était très psychologique à cet endroit-là. Alors que j'ai fait aussi d'autres études en animation à l'Université du Québec à Montréal. Et celle-là était plus dirigée sur la formation d'agents de changement. Un peu plus sociologues, là, qui veulent intervenir sur des problématiques. Et moi, bon, la problématique tout indiquée, puisque j'y étais déjà, c'était celle des conditions de vie des retraités. Des futurs retraités. Oui, oui, oui. Parce qu'il faut dire que j'ai travaillé peut-être davantage avec les pré-retraités que les retraités très souvent. Au fond, la retraite, ça commence par ça. Mais en ces années-là, est-ce que les personnes étaient réceptives? Venaient-elles nombreuses à ces cours de pré-retraite? Il me semble que ce n'était pas encore répandu, l'idée. Oui, quand même. Bon, il faut se voir dans un milieu urbain comme Montréal, où il y a un potentiel quand même là, de personnes assez important. On avait déjà commencé à implanter des activités dans des grandes entreprises telles qu'Hydro-Québec, par exemple, à l'époque. Steinberg. Ah, c'était plutôt ça, vos cours, si je comprends bien, c'était dans des entreprises. Oui. Ça n'était pas la personne mais aussi à la communauté, bien sûr. Déjà là existait ce qu'on appelle les services à la communauté ou à la collectivité. C'était un service spécifique à l'éducation des adultes qui était ouvert à l'ensemble des gens de notre milieu. Et là, se formaient des groupes en pré-retraite. Il y avait déjà des groupes de théâtre qui ont commencé à se faire. À cette époque-là aussi, des ateliers d'écriture qui ont donné lieu à des manifestes sur la situation économique des retraités, sur leur situation de logement, sur leur situation sociale, par des retraités.
Je pense à ces retraités-là encore, j'essaie de mettre dans leur peau. C'était des retraités qui avaient fait des études plus ou moins classiques, qui devaient être plus portés en sciences, en lettres que... Pas toujours, hein. Moi-même, lorsque je faisais partie de cette équipe là, à Rosemont, il y avait 2 animatrices de préparation à la retraite, tout comme moi, qui étaient des femmes veuves, qui, après que les enfants aient quitté le domicile là, pour leur propre profession, se sont retrouvées à se dire, bon, ben moi, j'ai des compétences et je veux les faire valoir. Et elles étaient venues peut-être suivre des cours au cégep et progressivement, ces gens-là ont été impliqués. Et c'était les leaders. Alors, vous me rassurez, ça n'était pas tous des universitaires qui ont bâti ces programmes. C'est souvent le cas, vous le savez. Oui. D'ailleurs, si on retourne à l'origine même des cours de pré-retraite, c'est Hubert de Ravinel, qui était à l'organisation Les Petits Frères des Pauvres, qui est allé frapper à la porte de l'Université de Montréal et qui a dit, écoutez, il y a des retraités qui vivent mal la retraite et qui s'ennuient et... qui sont ni plus ni moins que retirés de la vie active et de la vie dans son ensemble, très souvent. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je suis très heureuse d'apprendre ça. Et de là est arrivé des intellectuels de l'université qui ont formulé un cours, qui l'ont expérimenté à l'université et qui se sont rapidement rendus compte que c'était pas les... Bon, les gens de l'université à la retraite pouvaient avoir besoin de ces activités de formation-là, bien entendu, mais c'était monsieur et madame tout le monde davantage qui en avaient besoin. Et là, on a expérimenté les activités dans les quartiers, dont Rosemont en particulier. Oh là, vous me rassurez, parce que généralement, c'est monsieur et madame tout le monde qui sont les plus démunis, qui n'ont aucun centre d'intérêt, quand ils se retrouvent seuls. Eh bien, rendons hommage à Hubert de Ravinel. Encore une fois. Encore une fois, je pense qu'il en a... il en reçoit beaucoup. Bon, on continue avec monsieur Jean Gay. Vous aussi, vous avez droit à des hommages, hein? On arrive en Mauricie, là. Vous donnez des cours à l'Hydro-Québec. Oui, parce que juste avant de quitter Montréal, par le cégep de Rosemont, Hydro-Québec nous avait fait la commande d'écrire un programme de préparation à la retraite spécifique à l'entreprise et pour tout le Québec, qui serait un guide aussi d'animation qui pourrait être utilisé par un ensemble d'intervenants, qu'on donne des cours à Chibougamau, qu'on en donne à Montréal ou à Québec. Puis j'imagine que les employés d'Hydro-Québec sont assez nombreux. Il doit y avoir tout un échantillonnage de personnes. Exact. Alors c'est Hydro-Québec, là, hommage à Hydro-Québec, tant qu'on y est. Oui, puisqu'ils ont, ils ont été quand même novateurs dans le sens de l'écriture d'un programme maison, d'une part, de sa diffusion à travers le Québec pour ce qui est de toutes ses filiales ou ses secteurs d'activité. Et il faut bien le dire aussi, moi, de là, le lien s'est bien réalisé avec ici la région, puisque le programme ayant été écrit, il y avait un monsieur Raymond Champagne à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui, lui, travaillait sur les besoins de formation aussi des pré-retraités. Et il avait fait une enquête là-dessus. Et moi, comme étudiant de maîtrise, j'ai fait connaissance avec Raymond et son équipe. Voilà. Et bon, on a mis le programme cadre d'Hydro, la recherche de Raymond ensemble, et on a expérimenté ça ici dans toute la région avec toutes les commissions scolaires. Et là, ça a été vraiment mon premier, si vous voulez, travail concret, là, puis le lien, là, c'est bien réalisé à ce moment-là. Alors, vous êtes maintenant au cégep. Vous êtes rentré au cégep en 1989. Oui, effectivement. Votre première tâche au cégep, c'est sûr qu'on arrive à l'école des aînés. C'est dans le cadre de l'école des aînés. Bon, il faut dire que j'avais déjà... j'étais consultant à ce moment-là aussi en préparation à la retraite, à mon compte. Et j'avais, au nombre de mes clients, si vous voulez, le cégep de Trois-Rivières. On avait déjà démarré un premier cours de préparation à la retraite pour le personnel. Et entre les branches, moi, j'entends dire, bon, l'éducation des adultes, qu'est-ce qu'ils font pour les aînés? Pas sûr qu'il se passe grand-chose. Alors, je vais voir. Je me présente naïvement, presque, au service de la formation continue. Et on me dit qu'effectivement, il n'y a pas d'études qui nous permettent de connaître un peu les besoins éducatifs des retraités.
Et à ma grande surprise, après peut-être 15 à une demi-heure d'entrevue, on me dit « Est-ce que tu veux réaliser cette étude-là? » Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure de l'École des aînés, par une étude, une enquête sur les besoins et attentes des retraités en matière d'éducation et de culture. Ça, c'est très beau. Besoins et attentes des retraités. Mais sur le plan concret, comment ça se fait, ça? Comment ça s'est fait? Oui, ça doit être de très longue haleine. Ça s'est fait par des entrevues avec des représentants d'associations qui nous ont dit ce qu'ils faisaient. D'associations de personnes âgées. D'associations de pré-retraités et retraités. J'ai eu une vingtaine d'entrevues avec à peu près tous les représentants des associations importantes ici de la région. À partir de là, moi, je leur ai demandé de véhiculer un questionnaire à leurs membres pour qu'on puisse aller chercher le sondage auprès des individus également, autant qu'auprès des leaders d'associations. Et le cumul de ces informations-là nous a donné leur juste sur ce que vivaient les gens et sur ce qu'ils aimeraient. Et surtout, comment ils voyaient le cégep de Trois-Rivières participer à cette dimension éducative et culturelle pour eux. Ce n'est pas évident, à première vue, le cégep et les personnes âgées. Tout à fait. Ce n'était pas évident, mais on le voyait très bien que les ressources qui sont au cégep pouvaient contribuer à une amélioration des conditions de vie et à une, si vous voulez, amélioration aussi culturelle, parce qu'on pouvait y retrouver là probablement beaucoup de belles aventures éducatives. Votre recherche a duré combien de temps avant de se concrétiser? Ça a duré 3 mois. La recherche a été assez longue, mais 3 mois à temps plein. Oh, je ne trouve pas ça très long. Je m'attendais à... C'était quand même assez fouillé pour une recherche qui ne se voulait pas quand même, là, je ne voulais pas faire un deuxième mémoire, là, je venais d'en réaliser un. Et c'était pas là qu'était le besoin. On voulait des choses assez précises, quand même ramassées. Et il y a eu quand même plus de 700 répondants individuels et, comme je vous dis, une bonne vingtaine d'entrevues. Donc, ça répondait à un besoin. Oui, ça répondait à un besoin, c'est ce que les gens nous ont dit. Oui, ils attendaient qu'on s'occupe d'eux. Et cette consultation-là auprès d'autant de gens a fait que les gens, effectivement, y croyaient déjà qu'il y aurait sur place un programme. Et ils l'attendaient, effectivement. C'était une recherche-action, ni plus ni moins, que je faisais, moi. C'était pour l'action que je faisais une recherche. Oui, c'était pas pour un mémoire, exactement. Pas pour une thèse. Et ça se voulait très concret. J'ai pu faire des recommandations en ce sens-là au cégep. Mais vous recevez vos 700 réponses, là, puis vous consultez vos 20 dirigeants. Ça donne quoi en concret, là, leurs besoins? C'était quoi en ce temps-là? Bien, les gens nous disaient, on voudrait utiliser vos services, tels la piscine, la bibliothèque, tous vos équipements, pardon. On voudrait que ça nous soit plus accessible, plus facilement. On veut se maintenir en santé, donc on aimerait que vos spécialistes, peut-être en technique de santé, ou vous le verrez plus tard en diététique, puissent nous donner des cours qui nous conviennent. Vous avez des psychologues chez vous. Ce sera un lieu aussi de regroupement pour nous, de socialisation, qui pourrait donner lieu à des projets nouveaux. Donc, les gens voyaient tout ça, les langues, on aimerait vos laboratoires de langue, etc. Ça a été bien identifié parce que on avait décrit la nomenclature des possibilités, puis on savait déjà un peu ce que les gens privilégiaient, les arts, bien entendu, les lettres, etc. Mon Dieu, je les trouve... ils avaient des exigences au départ, hein? Des goûts. Des goûts, oui, de l'intérêt. Puis ils voulaient être reçus à part entière par le cégep, je crois. Oui, puis on décrivait déjà dans l'étude qu'il y aurait des retombées très positives, autant pour le cégep que pour le milieu de Trois-Rivières et le Grand Trois-Rivières. Des retombées dans quel sens? Des retombées dans le sens qu'on comprendrait mieux ce que c'est que l'éducation permanente. Ça pourrait effectivement peut-être rapprocher aussi les jeunes des aînés, parce que là, on se verrait plus souvent dans les couloirs, dans les classes, ou tout simplement dans un milieu. Nous, comme aînés qui n'avons pas eu accès, pour la plupart, à ce qu'est un cégep, pour nous, ça va nous rapprocher aussi de l'éducation
autant celle des jeunes que celle des adultes, et qui peut se continuer toute la vie, effectivement. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, et on nous le disait bien, on est intéressé, tu sais, faire de la musique, faire du théâtre ou quoi que ce soit. Mais là, vous parlez de la clientèle adulte, l'éducation permanente. Oui. Quelle était-elle, cette éducation, ces adultes qui étudiaient le soir? Avant l'arrivée de l'école des aînés? Avant l'arrivée de l'école des aînés, on voyait un peu tout le monde, puis on en voyait des aînés aussi, déjà, effectivement, qui pouvaient aller dans un cours de langue. Bon. Maintenant, ce n'était pas toujours un cours orienté pour leurs besoins. Vous le savez comme moi, à l'éducation des adultes, on a des activités centrées beaucoup sur le recyclage, la formation en développement de carrière, tout ça. Alors, on y va pour des intérêts professionnels très souvent. Alors que les gens, eux, nous signalaient très clairement que c'était pour le plaisir, c'était pour le développement personnel, c'était pour leur propre croissance. Et sans qu'il y ait conflit avec les adultes, parfois, je dois dire, les aînés n'y trouvaient pas toujours leur compte. Non, ils n'avaient plus besoin, eux, de se diriger vers une carrière. Et c'est pour ça que, tout en étant attentif à ne pas créer un ghetto d'école des aînés pour les aînés, il demeure que, entre eux, je pense qu'un enseignant ou un professionnel peut répondre à leurs besoins spécifiques. Et rien n'empêche que les gens puissent s'adonner à des activités avec tous les adultes pour d'autres considérations. Pour d'autres Mais choses. on a orienté nos activités vers la réponse à des besoins qui leur sont propres. C'est très normal, et puis c'est ça qui les intéresse finalement. Mais là, vous recevez vos sondages, vous savez quels sont les besoins des aînés. Oui. Puis là, ça prend une équipe, là. Oui, progressivement, de fil en aiguille, vous savez, moi j'étais un peu un inconnu au cégep de Trois-Rivières, mais on va frapper à la porte d'un département parce qu'on a une demande et on est accueilli toujours. Le cégep, lui, comment il accueille ça? De façon très professionnelle, il y avait une belle ouverture quand même pour ce projet-là. Moi, j'ai senti un appui que je dirais presque inconditionnel au départ. Les gens trouvaient ce projet-là important, utile à une catégorie de personnes qui avaient peut-être été un peu oubliées par l'éducation. Et dans ce sens-là, il y avait une bonne écoute, une belle ouverture. Bien sûr que ça causait problème. J'imagine. Parce que là, il y a 500 étudiants de plus aînés dans un cégep qui est déjà très, très, très achalandé. Vous ne parlez Alors, pas faire sa place, c'est pas toujours facile de trouver les salles, l'espace physique déjà. Mais on y arrive tout le temps. Vous ne parlez pas du cégep de Trois-Rivières en disant 500 aînés? Oui, oui. Il y a 500 aînés inscrits. Pré-retraités et retraités à l'école des aînés. Cet automne, il y a 500 personnes. Mon Dieu, mais ce n'est pas une petite classe sur le côté, là. C'est quelque chose de très important. Effectivement, effectivement. Et comme je vous dis, tout le monde a mis la main à la pâte un peu pour qu'on fasse la place. J'imagine, aux aînés dans ce cégep. Vous avez dû la mettre à la pâte avec des réunions et des contre-réunions, et établir d'abord un programme. Quel était-il au début? J'aimerais voir votre progression, là. Au début, bon, les cours de langue étaient assez importants, les cours d'aquaforme, aqua-aîné qu'on appelle, tai chi, on a démarré ça dans les premières sessions également. Progressivement, la musique est apparue, l'informatique aussi, le théâtre, on en a fait un peu déjà, les ateliers d'écriture, bien sûr les cours d'anglais ont continué, donc c'est difficile là, de mémoire peut-être de tracer le cheminement exact pour qu'aujourd'hui, voyez-vous, l'éventail, bon, on avait aussi dès le début des cours en psychologie, de l'avance en âge, tout ça. Et ce que je dois dire aussi, peut-être pas la première saison, mais la deuxième année du moins, on a introduit des conférences, des activités conférences qui, elles, allaient toucher à un ensemble de thèmes
qu'on ne pouvait pas toujours traiter à l'intérieur d'un cours. Conférences données par des conférenciers de l'extérieur? De l'interne, de l'externe, d'un peu partout. On a traité de tout, ou à peu près, de la généalogie à l'histoire de la région, du papier, des médecines alternatives, en passant par le loisir, par l'engagement social, etc., etc. Mon Dieu, nos aînés ont l'esprit très ouvert. Hein? En tout cas, je pense que l'éducation au troisième âge, quand on n'est plus confiné à des intérêts professionnels, Oui. et que l'ouverture se fait sur l'ensemble de l'existence et des besoins, autant physiques que psychologiques ou sociaux, c'est un champ d'action éducatif tout à fait formidable. Les connaître, ces besoins, savoir quelles solutions leur donner. Et puis, ces personnes qui fréquentent vos cours, mon Dieu, je voyais dans le journal, c'est un peu là que je vous ai connu, j'en parlais. On parle d'un partenariat unique entre les aînés et les collèges et les collégiens. Puis, c'est sûr qu'en première vue, c'est vous qui apparaissez, là. Qu'est-ce qu'il en est de ce partenariat? Il faut peut-être remonter au tout début aussi. Quand j'ai fait cette étude là, pour les aînés, bon, c'est un professionnel qui va à la cueillette d'informations et qui tente de cerner certains besoins. Lors de l'implantation du programme, je vous ai dit que c'était une recherche-action. Alors moi, c'était pour faire... Ces représentants d'organismes-là, je les ai réinvités lorsque j'ai présenté le premier programme d'activité de l'École des aînés. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient, si ça semblait être intéressant, répondre à leurs attentes, tout ça. Et ce cheminement-là, je l'ai toujours poursuivi. Pas toujours avec les représentants des organismes, mais maintenant avec des gens qui suivaient les cours, qui participaient aux activités. Alors, on s'est formé un petit comité de consultation, ni plus ni moins, et je leur présentais les programmations, on en discutait avant de les formaliser, etc. Si je vous comprends bien, là, les gens se sont impliqués au point de faire partie de comité. Progressivement. Là. Ils ne se sont pas laissés présenter tout cuit, là. Tout à fait. Ils ont mis la main à la pâte. Tout à fait. Et comme moi, j'avais besoin aussi de l'aide de ces personnes-là pour la diffusion, la promotion, etc., les gens ont même proposé un projet à Nouveaux Horizons qui a été financé et qui nous a permis pendant 2 ans, si vous voulez, de faire une promotion intéressante autour du programme. Ce comité-là a voulu se formaliser davantage. Alors, c'est dit, bon, bien, on peut devenir des partenaires à part entière avec le Cégep dans la promotion de l'École des aînés d'une part, et aussi nous avons nos propres projets qui nous sont autonomes et qu'on va vouloir diriger nous-mêmes. Alors de là, c'est constitué la Corporation des aînés en action du Cœur du Québec, qui est une corporation d'aînés autonome qui vise qui a, elle aussi, des objectifs éducatifs et d'action dans le milieu de l'éducation. Et elle est aussi partenaire avec nous pour le développement de l'école. Dans le texte de votre corporation, que nous ne lirons pas, il était écrit 3 petites phrases qui m'ont frappée. Pour les aînés, avec les aînés et par les aînés. Où en êtes-vous rendu maintenant des choses que font les aînés? C'est sûr, ils reçoivent les cours, mais les implications, qu'est-ce qu'ils apportent, eux, à l'organisation? Bien, exemple, eux, l'an dernier, ont jugé important que les aînés soient représentés au conseil d'administration du CRD, le Conseil régional de développement de la région 04. Alors, ils ont réussi quand même à faire admettre l'idée qu'ils soient présents au conseil d'administration. Maintenant, il reste à choisir qui sera représentatif des aînés de la région. Mais ils ont initié cette activité-là, d'avoir des aînés au CRD. Et ça m'apparaît quand même assez important que la parole des aînés soit entendue et soit représentée à ces échelons-là, autant qu'à bien d'autres échelons. Ils ont, justement, dans le cadre de la télé communautaire à Shawinigan, sont en train de réaliser des émissions aussi, et ça porte sur des préoccupations d'aînés, et ils ont voulu s'impliquer à part entière dans ça.
puisqu'ils sont les premiers concernés. On a réalisé récemment une pièce de théâtre. On a fait venir une troupe d'aînés de la région de Montréal, Ville-la-Salle en particulier, de la région métropolitaine. Et la corporation s'implique dans la planification d'une troupe de théâtre d'aînés pour ici. Pour notre région, qu'on ait notre propre troupe. Vous avez des personnes qui se sentent l'âme artiste et puis qui veulent s'impliquer. Oui, et pour faire le lien avec ce que vous disiez tout tantôt, pour, avec et par. Alors, quand je l'expliquais au début, l'étude et l'implantation de la programmation, ça c'était pour les aînés. Comme vous voyez, au fur et à mesure, ces gens-là se sont impliqués, prennent en main une partie et certaines dimensions de la programmation et des activités périphériques. Et donc, ça se fait avec eux. Je suis toujours là, mais on est ensemble. Et il y a beaucoup d'activités même qui se font par eux et où je n'ai plus besoin, moi, et parce que c'est une association autonome qui a ses propres projets. Alors, c'est une espèce de cheminement un petit peu de prise en charge, dans le fond. Mais dans ce cheminement, moi, je vois 2 mots en or, communication et consultation. Oui. Vous prenez leur avis, ils le savent, ce qui leur convient. Ensuite, je n'ai pas la prétention de parler pour les aînés non plus. Hein? Alors, forcément, je suis très sensible, très intéressé à l'évolution culturelle dans son ensemble et celle des aînés en particulier. Mais je dois me dire quand même que je suis encore dans le milieu du travail, que j'ai mes billets professionnels et que je dois me faire appeler à l'ordre, tu sais, de temps à autre. Mais, ce qui n'est pas toujours facile à concilier les deux, c'est normal. Mais il n'empêche que cette grande expérience de la personne âgée, vous l'avez, vous avez toujours travaillé dans ce sens-là. Oui, c'est juste. J'ai une belle connaissance, je pense, des besoins. Alors, on parle aussi du fossé entre les générations, le fameux fossé. Mes enfants m'en rabattent les oreilles des fois. Qu'en est-il de cette expérience? Je vois ici mise en commun, expérience de vie, entraîner jeunes adultes. Eh bien, ça s'est vécu l'an dernier, justement, des membres de la corporation qui ont été appelés par une personne responsable d'un programme de réinsertion sociale des jeunes sur le marché de l'emploi, ou encore réinsertion dans le milieu de l'éducation, peut-être avec de nouvelles jeunes qui avaient lâché ou qui étaient un peu comme moi au début, comme je l'exprimais, en recherche, en tâtonnement, tout ça. Et effectivement, on a fait se rencontrer les deux groupes. Qui a eu cette idée brillante? Ben, écoutez, moi, je trouve ça formidable d'y penser. Ça fait longtemps que ces idées-là circulent dans le milieu. J'ai parlé de Raymond Champagne tout à l'heure, avec qui j'ai travaillé beaucoup. À l'époque, Raymond, avec une équipe du laboratoire de gérontologie, avait un projet qui s'appelait l'École Carrefour des générations. Et les aînés allaient dans des écoles primaires. Je ne sais pas si ça touchait au secondaire, mais je pense que c'était plus le primaire, aller rencontrer des jeunes et les parrainaient d'une certaine façon. Puis je sais que les jeunes allaient rencontrer les aînés chez eux, des fois au sortir de l'école ou en allant chez eux, puis vice-versa, les aînés allaient rencontrer les jeunes. Alors cette idée-là est demeurée, l'importance des relations entre générations est demeurée et c'est même renforcé parce que bon, moi, j'étais dans certaines conférences, dont une qui m'avait bien marqué, où une sociologue française disait aux organismes mondiaux, dans une conférence importante, il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas de relations saines et entre les générations. Donc, il en va d'une espèce de défi social puis d'équilibre si on veut continuer à se développer comme société. Alors, et ce qu'on s'est rendu compte finalement à travers ces activités-là, il y a eu 2 rencontres, puis quelques petits suivis aussi individuels, c'est que les jeunes, à l'arrivée, à la première rencontre,
étaient ouverts à une rencontre comme celle-là, mais se disaient, bon, qu'est-ce qu'ils vont venir nous apporter, tu sais. Et les aînés, se disaient, bon, mais les jeunes, ils décrochent, ils veulent rien savoir, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en les retirer, préjugés normaux. Il y avait déjà là, à l'arrivée, mais ça s'est rapidement, c'est disparu presque spontanément, je dirais, parce que il s'est créé une chimie là, de communication, là, une très belle communication, très ouverte, très franche. Les vrais problèmes ont été mis sur la table là, très rapidement, presque de façon déconcertante même pour les personnes qui y étaient. Tout de suite, on s'est rendu compte que les aînés qui étaient là et les jeunes, il s'est créé des affinités dans les discussions, dans la table ronde qui était là, et des messages qui passaient déjà orientés vers l'un ou vers l'autre, qui n'étaient pas moralistes, rien de ça, qui étaient tout à fait humains, et une excellente communication. Et de part et d'autre, on a été emballés par cette expérience-là, qui, je pense, devrait être répétée. Ça s'est passé juste une fois, ces rencontres de Oui, parce que c'était quand même un projet qui durait, je pense, 6 mois ou autour d'eux, pour ces jeunes-là, pour ce groupe-là. Oui. Et c'était déjà dans une partie avancée du projet, c'était plutôt la deuxième moitié du projet, donc on a eu la chance de se rencontrer 2 fois, mais il n'y a pas eu un suivi plus important, et ça serait une dimension intéressante que les jeunes, en tout cas, ont décrite comme qui devrait se faire dans l'avenir si on reproduit ce type d'expérience. L'étape suivante? Oui, oui. Maintenant, il nous reste... Le parrainage, peut-être, ça nous amènerait peut-être à ça. Tu sais. Oui, et puis sur le plan humain, ça développe des amitiés aussi. Et c'est des idées qui font leur chemin, ça aussi, la question du parrainage, parce que les aînés ont beaucoup de choses à dire et... ils ont beaucoup de richesses à partager. Mon Dieu, on déborde grandement du cadre académique. Hein? Là, on est en plein cœur de la vie. Oui. Alors, pour terminer, il nous reste une petite minute et demie. Je vais vous laisser le mot de la fin, M. Gay. Bien, écoutez, vous me le suggérez quand vous me dites qu'on déborde du cadre de l'éducation. À ce titre-là, le milieu de l'éducation doit rester flexible pour répondre à des besoins aussi importants, aussi variés. Et c'est pas juste une boîte à cours à ce moment-là. Si j'ai parlé des conférences tout à l'heure, on a participé à des colloques importants aussi, on a participé à des tables de concertation sur les abus faits aux aînés. Alors, si on en était resté à une boîte à cours, on n'aurait pas pu ni arriver avec des formations conséquentes à ces projets-là, ni même s'impliquer dans notre milieu à part entière. En somme, je vous remercie. L'être humain, c'est un intellect, mais c'est aussi un cœur. D'abord. Puis je vous remercie d'avoir accepté cet entretien, M. Gay. Ça m'a fait plaisir, madame. Et je vous dis à la semaine prochaine.